Nous avons passé les 217 dernières années de notre histoire dans un mode de sauve qui peut, plutôt que dans un esprit de convivence comme il convient de le faire dans un État-nation. Pis, l'oligarchie haïtienne, qu'on a pris la maladive habitude d'appeler l'État haïtien, a toujours opéré en mode d'autoconservation pour son propre bien, sans aucun souci pour le bien de la collectivité. Cet État plantationnaire ou État créole n'a jamais, dans un élan altruiste, tendu la main à la population. Résultat, la nation n'est jamais née. Nous devons avoir le mal courage et l'intégrité intellectuelle de le reconnaître. La nation haïtienne est une illusion, c'est une vue de l'esprit. Mais jusque à quand l'oligarchie ignorera-t-elle qu'un pays dont toutes les politiques publiques sont marquées au coin de l'exclusion ne peut s'élever ni ne peut véritablement démarrer? Pourtant, c'est notre salut collectif de peuple qui en dépend. Nous n'avons plus une seule minute à perdre. L'heure est grave et les défis sont énormes. Retroussons-nous les manches et mettons l'épaule à la roue. Le salut d'Haïti et de sa population en dépend. Puissé-je rappeler le mot de Martin Luther King? Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons périr ensemble comme des idiots. Jean Fils-Aimé, février 2020, Haïti, miroir d'une société en décomposition avancée. Et si on recommençait? Vidéo et montage Technical Fall Production, direction artistique et de la photographie Winnie J, microphone Jean Fils-Aimé. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Vous l'aurez compris, l'émission d'aujourd'hui sera consacrée à la question d'insécurité en Haïti. Je vais tout à l'heure vous lire les derniers chiffres. Ils sont tout simplement étourdissants. Or, contrairement à ce que font les autres, plutôt que de me contenter de dire « Oh là là, comment nous en sommes arrivés là ?» je vais pointer du doigt ce que j'appelle une géopolitique de l'insécurité en Haïti. Il y a eu une géopolitique de l'insécurité en Haïti. Nous allons, dans un deuxième temps, nous intéresser au profil des commanditaires de l'insécurité en Haïti, car l'insécurité n'est pas tombée du ciel, elle est commanditée par des personnages précis. Dans un troisième temps, nous allons nous intéresser aux exécutants du kidnapping. Au fait, nous verrons que ceux qui exécutent les cas de kidnapping sont à bien des égards des victimes du système. Et enfin, vous connaissez mes habitudes à cet égard, on va se poser la question, mais quoi faire? Il y a toujours un quoi faire. Je ne suis pas fataliste, je ne crois pas en la fatalité. Je pense que tout ce qui nous arrive s'explique en partie par nos décisions humaines. Or, puisque ce qui nous arrive s'explique en grande partie par des décisions humaines, on peut tout défaire en prenant de nouvelles décisions. Je vous veux attentif, vous connaissez le rituel à ce stade-ci, je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé. Aujourd'hui, nous allons vraiment nous dire les vraies affaires. Nous n'avons pas pour habitude de dire les choses admises, de dire des demi-vérités. Nous vous disons les choses telles qu'elles sont. À vous de digérer ce qu'on vous propose
à cette chaîne. Restez branchés. Allez vous faire donc une bonne tasse de thé, de chocolat chaud, de tisane, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé. Nous allons tout vous dire ce matin. Je vous reviens après, c'est promis. À tout à l'heure. Alors c'est ça, avant la pause, on s'était promis de faire un plein feu sur la question de l'insécurité en Haïti. Et j'aimerais le dire, encore une fois le rappeler, à l'intention de mes frères africains qui sont nombreux sur cette chaîne, et pour nous c'est un privilège de les servir aussi. Prêtez attention à ce qui se fait en Haïti, car Haïti est un laboratoire de ce qui va se faire chez vous. J'aime à vous le dire, les pays occidentaux aiment se servir d'Haïti comme contre-modèle des choses à faire ou à ne pas faire dans les autres pays noirs, vu ce qu'Haïti représente dans l'histoire universelle. J'aime à le redire, dans les années 60, dans les années 70, dans ce qu'on appelle malheureusement les Antilles françaises, quand, en particulier en Martinique, on agitait la question de l'indépendance de la Martinique, eh bien, les autorités françaises disaient à nos frères martiniquais, vous voulez être indépendants? Eh bien, regardez Haïti. Donc, Haïti n'est pas un cas isolé, Haïti n'est pas un cas à part, c'est plutôt un cas école. On veut faire d'Haïti une école de manière à répéter ailleurs ce qui se fait en Haïti, justement par les pays néocolonialistes. Donc, lorsqu'on parle d'Haïti, ne dites jamais « Ah, mais c'est loin de moi, je suis en Afrique ». Non, prêtez attention à ce qui va se dire aujourd'hui en ce qui a trait à Haïti, car cela va vous aider à comprendre ce qui est en train de se mettre en place dans votre propre pays d'Afrique. De toute manière, nous sommes qu'un. Et j'aime à dire, moi je suis un Africain d'Haïti, parce que c'est le même peuple et les desseins que des pays comme les États-Unis, des pays comme la Belgique, des pays comme la France, des pays comme le Royaume-Uni nourrissent, n'est-ce pas, au sujet des peuples noirs, ce sont les mêmes desseins. J'en ai parlé la semaine dernière. Nos territoires doivent servir comme de vastes réservoirs de matières premières et nos cerveaux doivent servir à faire du développement ailleurs plutôt que dans nos propres pays. Donc, prêtez attention à ce qui va se dire aujourd'hui en matière d'insécurité en Haïti. Je voudrais débuter aujourd'hui en vous lisant des chiffres, les tout derniers chiffres en ce qui a trait à la question d'insécurité en Haïti. Ce sont des chiffres que j'ai puisés du site du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme basé à Port-au-Prince. Je vous lis les tout derniers chiffres. Ces chiffres-là datent de jeudi dernier. Le jeudi dernier, nous étions quoi? Le 21 octobre. En date du 21 octobre dernier, pour l'année 2021, on a déjà recensé 782 cas de kidnapping dans l'agglomération de Port-au-Prince. 782 cas de kidnapping. Si vous pensez que c'est terrible, c'est terrible. Mais la bonne nouvelle dans tout cela, c'est que l'année dernière, à cette heure, on avait déjà atteint 796 cas de kidnapping. Donc vous notez quelque chose, on est affolé avec raison. Lorsqu'on lit ces chiffres-là, ils sont ahurissants. 782 cas de kidnapping depuis janvier seulement. Pourtant, un simple regard comparatif nous permet de réaliser que l'année dernière, alors qu'il y avait un président à la tête du pays, alors qu'il y avait un gouvernement en bonne et due forme,
on était déjà rendu à la même époque à 796 cas de kidnapping. Seulement pour les 15 premiers jours du mois d'octobre, on avait déjà recensé plus de 119 cas de kidnapping dans l'agglomération de Port-au-Prince. Autant dire que les kidnappings en Haïti deviennent des banalités. Ça devient littéralement des faits divers, en sorte que on commence à nous préparer l'esprit à l'idée que quelqu'un qui part du point A pour se rendre au point B et qui revient au point A, c'est cela qui est exceptionnel. Ce qui est plus courant, c'est que la personne qui part du point A pour se rendre au point B ne revienne pas parce que c'est tout à fait banal que cette personne-là soit kidnappée. Et pourtant, les amis, le phénomène du kidnapping est tout à fait récent dans l'histoire du pays. C'est un phénomène qui a commencé en gros dans la décennie 90, qui s'est intensifié au début des années 2000 et pour devenir une banalité au fil des dernières années. Quand j'étais jeune et jusqu'à mon départ d'Haïti en 89, imaginez, eh bien, il n'y avait pas de kidnapping en Haïti. Au fait, moi, quand j'étais adolescent, seuls les membres du gouvernement, les tontons macoutes, la milice spéciale de François Duvalier, enlevaient des gens. Mon père, je l'ai déjà dit à quelques reprises ici, y a goûté, puisque mon père travaillait dans la ville du Cap comme cordonnier lorsqu'il fut enlevé par des tontons macoutes de François Duvalier. Donc quand il y avait, dans mon enfance, dans mon adolescence, des cas de kidnapping en Haïti, des cas de rapt, des cas d'enlèvement, eh bien, ces cas-là étaient perpétrés par la milice spéciale de François Duvalier. C'est souvent des gens qui étaient dans l'opposition à François Duvalier, ou c'est souvent des gens qui étaient perçus comme étant opposés aux politiques de François Duvalier qu'on enlevait, mais les cas de rapt, les cas de kidnapping, n'est-ce pas, étaient, si vous voulez, des cas extrêmement rares qui n'avaient pour explication que l'allégeance politique. Et donc, je vous l'ai dit, à partir des années 90 et plus sûrement dans les années 2000, eh bien, les cas de kidnapping se sont intensifiés et cette fois-ci, et depuis ce temps, on ne kidnappe plus pour des raisons politiques, on kidnappe essentiellement pour des raisons économiques. Je vous invite à aller regarder, si ce n'est déjà fait, une vidéo que j'avais présentée au mois de juin de cette année, environ un mois avant l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et j'avais déjà lancé cette mise en garde dans laquelle je disais, eh bien, puisque les commanditaires des kidnappings sont aussi des politiciens, un beau jour, le kidnapping ou ces violences-là vont s'installer au sommet même de l'État, puisque les dirigeants politiques se servent, n'est-ce pas, des kidnappeurs comme arme politique pour effrayer leurs concurrents, pour effrayer leurs opposants. Nous allons donc dans un premier temps poser un regard géopolitique sur la question de l'insécurité en Haïti, avant de poser un regard proprement national, proprement interne à la question d'insécurité. Mais regardons d'abord la question d'un point de vue géopolitique. Il y a une géopolitique de l'insécurité. Qu'est-ce à dire? Il y a au moins deux nations qui utilisent la question de l'insécurité en Haïti comme arme
de manière à faire avancer leur agenda, soit politique ou économique. Ça, c'est important. Qu'est-ce que j'entends par géopolitique de l'insécurité en Haïti? Eh bien, par géopolitique de l'insécurité en Haïti, je veux dire qu'il y a au moins 2 pays, qu'il y a au moins 2 États qui utilisent la question de l'insécurité comme arme, comme épouvantail pour faire avancer leur agenda politique, leur agenda idéologique et ou leur agenda économique. Et ça, si vous vous intéressez à l'histoire politique, si vous vous intéressez à l'actualité politique, n'est-ce pas? Eh bien, ça ne devrait pas vous étonner parce que l'histoire humaine est faite de ce genre de tactique-là. Des nations étrangères ou des États frontaliers vont utiliser certaines fois l'insécurité dans un autre État pour créer de l'instabilité, pour faire tomber un gouvernement de manière à faire avancer leur propre agenda. Exemple, n'a-t-on pas déjà vu la Syrie utiliser de la violence au Liban pour y faire avancer son propre agenda politique ou idéologique? L'histoire des pays de l'Amérique latine, l'histoire des pays de l'Amérique du Sud est truffée d'instabilité politique due aux manœuvres de déstabilisation de la CIA, aux manœuvres de déstabilisation des États-Unis. La France aussi a fait la même chose et continue de faire la même chose depuis les années 50, fin des années 50, les années 60, les années 70 jusqu'à nos jours. Quand vous avez un chef d'État africain qui ne veut pas entrer dans le rang de la servilité à la France, eh bien tout à coup, nous assistons, n'est-ce pas, à des soulèvements, nous assistons à des guerres civiles et on se rend compte que ces armes-là qui sont en circulation, ces gens qui sont en train de se tirer les uns sur les autres, ne se détestent pas véritablement, ils sont tout simplement manipulés par une puissance étrangère. Aujourd'hui, on réalise que le terrible génocide du Rwanda, et ça c'est important de le dire, on réalise donc aujourd'hui que le terrible génocide du Rwanda des années 90 a été mis en place, a été mis en scène, car pour les politiciens machiavéliques, c'est une mise en scène, a été mise en scène par la France. Et en parlant de la France, maintenant que les archives sont ouvertes, nous nous rendons compte que cette violence terrible qui a parsemé l'histoire de l'Algérie dans le contexte de cette guerre de l'indépendance pour l'Algérie, eh bien, beaucoup de ces cas de violence ont été mis en scène par nul autre que les hommes de Charles de Gaulle. Il fallait créer une instabilité, il fallait créer de la violence en Algérie pour justifier le retour de Charles de Gaulle qui disait à ses amis « On ne peut gouverner qu'en temps de guerre ». C'était ça la pensée de Charles de Gaulle. Donc pour justifier un retour de Charles de Gaulle, il fallait mettre en scène, il fallait mettre en place des cas de violence en Algérie et que les gens de guerre là se disent « Cela nous prend notre général ». Et alors, le général de Gaulle est rentré en scène tel un Deus ex machina pour régler le problème. Donc ne soyons pas naïfs. Quand vous avez un pays faible comme Haïti, quand vous avez un pays dont la police est démembrée, dont la police est sous-équipée, dont la police est corrompue comme Haïti, quand vous avez un pays dont les frontières sont devenues une véritable passoire, quand ce même pays-là est le théâtre, n'est-ce pas, des cas d'insécurité, si vous êtes lucide, si vous êtes avisé du point de vue de l'analyse politique, vous devez d'abord vous poser la question, est-ce qu'il y a une géopolitique de cette insécurité? Et je vous réponds que oui, il y a une géopolitique de l'insécurité en Haïti. J'ai souri lorsque des amis m'ont envoyé cette semaine des notes
non tout à fait confirmées encore, des notes qui circulent dans les services de renseignement, dans la communauté, c'est comme ça qu'on les appelle, dans la communauté des services de renseignement des États-Unis, du Canada et de la France, n'est-ce pas, des informations voulant que certaines gangs en Haïti soient financées par nul autre que le secteur privé de la République dominicaine. J'ai souri parce que si vous allez vérifier ma vidéo dans laquelle j'ai montré que en Haïti, les gangs et l'État font corps, mais que cela répond aussi à une géopolitique parce que l'insécurité en Haïti répond à une visée géopolitique du pays voisin, à savoir la République dominicaine. Vous allez voir que tout était déjà dit. Et donc, que la communauté des services de renseignement des pays comme les États-Unis, comme le Canada, la France, etc., nous apprennent que certaines gangs, n'est-ce pas, sont au fait financées par le secteur privé en République dominicaine, cela ne me surprend pas. C'est le contraire qui me surprendrait, parce que je vous l'ai dit, du point de vue des affaires, plus ça va mal en Haïti, mieux c'est pour le secteur privé en République dominicaine. Dans mon livre Haïti, miroir d'une société en décomposition, que j'ai publié voilà maintenant 2 ans, j'ai présenté des chiffres quant à la balance commerciale entre Haïti et la République dominicaine. Et dans ces chiffres-là, il est évident que aussi longtemps qu'Haïti est chaotique, aussi longtemps que l'État haïtien est un État failli, aussi longtemps qu'Haïti ne produit rien, mieux sera pour les affaires en République dominicaine, parce qu'entre-temps, nous importons à peu près tout de la République dominicaine. Le jour où on aura un État digne de ce nom, le jour où on aura des dirigeants dignes de ce nom, eh bien, on va vouloir contrôler la question de la balance commerciale. Ce n'est pas normal que nous importions tout de la République dominicaine et que nous ne puissions rien vendre ou à peu près rien vendre en République dominicaine parce que nous ne produisons rien. Eh bien, à un moment donné, la question de la production nationale va se poser et le secteur privé de la République dominicaine va y perdre au change. Donc, d'un point de vue géopolitique, plus c'est merdique en Haïti, mieux est-ce pour le secteur des affaires, n'est-ce pas, en République dominicaine. Donc, la géopolitique de l'insécurité favorise la République dominicaine sur un autre point. Vous savez, depuis un certain temps, beaucoup de nos jeunes qui finissent leurs études secondaires en Haïti vont poursuivre leurs études universitaires ou en République dominicaine. Parce que les universités en Haïti, n'est-ce pas, ne sont pas toujours ce qu'elles ont déjà été. La plupart des universités, je n'ai pas dit toutes, la plupart des universités, n'est-ce pas, ne sont pas dignes du nom universitaire. Et donc, les parents qui ne peuvent pas se payer ou qui ne peuvent pas payer des études pour leurs enfants dans des pays, n'est-ce pas, aussi avancés que les États-Unis, dans des pays aussi avancés que la France ou le Canada, parce que ça coûte très cher d'étudier comme étudiant étranger aux États-Unis ou au Canada ou en France, n'est-ce pas, vont envoyer leurs enfants en République dominicaine. Imaginez. Non seulement du point de vue commercial, nous importons à peu près tout de la République dominicaine, ce qui fait les affaires du secteur privé des affaires dominicains, mais en plus, du point de vue académique, beaucoup de nos étudiants vont faire leurs études universitaires en République dominicaine. Pourquoi? Parce que il y a une instabilité en Haïti, les écoles ne bouclent pas, n'est-ce pas, si vous voulez, leur cursus annuel, et des parents envoient leurs enfants en République dominicaine. Et les dirigeants dominicains qui regardent ça, les gens d'affaires qui regardent ça, disent, écoutez,
plus c'est instable en Haïti, plus les parents ont peur de garder leurs jeunes en Haïti, eh bien mieux sera-ce pour nous, parce que entre-temps, c'est des millions, sinon des milliards que nous engrangeons, parce que justement, les jeunes Haïtiens ne peuvent pas rester en Haïti pour y étudier. Un autre élément dans la géopolitique de l'insécurité doit être mis au compte, doit être pris en compte ici. Je vous l'ai déjà dit, dans les années 40, dans les années 50, Haïti était le joyau du secteur touristique. Au fait, le tourisme caribéen est né avec Haïti. Lorsque justement on célébrait le bicentenaire de la fondation de la ville de Port-au-Prince. De partout, les gens venaient voir ce qui a déjà été, n'est-ce pas, la perle des Antilles. On y chantait, on y dansait, on y baisait, c'est le cas de le dire, car les plages étaient belles, les femmes haïtiennes sont belles, n'est-ce pas? Il n'en coûtait pas cher pour se rendre en Haïti ou pour y séjourner. En ce moment-là, on ne parlait pas de la République dominicaine comme destination historique. Et tous ceux qui voulaient faire de bonnes affaires, n'est-ce pas, en matière touristique, dans les Caraïbes, se tournaient vers Haïti. Mais depuis un certain temps, Haïti n'est plus sur la carte touristique des Caraïbes. Où est-ce qu'on va entre-temps? C'est la République dominicaine. Savez-vous que la République dominicaine, enfin, une bonne partie de l'économie dominicaine repose sur son tourisme. En matière de revenus d'État, en matière de rentrée pour la République dominicaine, eh bien, le secteur numéro 1 en matière d'économie pour la République dominicaine, c'est le secteur touristique. Et pourtant, lorsqu'on compare le paysage de la République dominicaine à celui d'Haïti, c'est le même paysage. Lorsque vous comparez les plages de la République dominicaine aux plages d'Haïti, 9 fois sur 10, nos plages à nous sont plus belles. Sauf que, parce que nous avons toujours eu des dirigeants merdiques, parce que nous avons toujours eu, n'est-ce pas, des dirigeants qui, pour la plupart, sont de gros imbéciles, plutôt que de prendre soin, n'est-ce pas, de nos plages, ils ont laissé les badauds, ils ont laissé les enfants, ils ont laissé, n'est-ce pas, les sans-abri, ils jetaient leurs immondices, ils jetaient justement leurs fatras, leurs saletés, en sorte que, même si les plages sont belles naturellement, souvent, on se rend sur une plage en Haïti, je ne parle pas de plage privée, vous y voyez des tas d'immondices. Donc, plus c'est merdique en Haïti, mieux est-ce, d'un point de vue touristique, pour la République dominicaine. Je vous ai déjà partagé cette anecdote. Une fois, je me rendais à Labadie. Labadie, c'est on va dire, une zone touristique qui se trouve à côté de ma ville natale, dans le nord d'Haïti. Et là, justement, j'étais en croisière et on nous annonçait que nous nous rendions à Labadie. Je dis, mais c'est quoi cette connerie? On prononce Labadie comme si on était dans une zone anglophone. Et quand vous prenez le temps de lire, n'est-ce pas, le pamphlet qui annonce, n'est-ce pas, que nous sommes à Labadie, on ne mentionne pas du tout le nom d'Haïti parce que d'un point de vue touristique, le nom d'Haïti fait peur. Et le pire, c'est qu'il y a même des gens qui pensent qu'en étant à Labadie, ils se retrouvaient sur, n'est-ce pas, le territoire dominicain. Donc, plus c'est merdique en Haïti d'un point de vue touristique, mieux c'est pour la République dominicaine. Donc, il y a une géopolitique de l'insécurité. Et si vous connaissez la zone, vous savez que la frontière entre la République dominicaine et, n'est-ce pas, Haïti, est devenue, du point de vue haïtien, une véritable passoire. D'abord, nous n'avons pas suffisamment de gardes frontaliers.
Nous n'avons pas suffisamment de policiers et lorsqu'ils y sont, eh bien, ce sont des policiers qui sont prêts à se laisser acheter pour quelques dollars et donc tout passe par la frontière de la République dominicaine vers Haïti. Et quand je dis tout, c'est en particulier les armes. Car les armes lourdes dont on se sert pour kidnapper les gens viennent des États-Unis, mais passent pour la plupart par la République dominicaine. Si la République dominicaine ne tirait pas avantage de cette insécurité en Haïti et en termes de bonne coopération sud-sud, sachant que la police haïtienne est faible, sachant que l'État haïtien est failli, si la République dominicaine ne tirait pas avantage de l'insécurité en Haïti, eh bien, elle veillerait un peu plus sur ce qui se passe de la République dominicaine vers Haïti. Non, au contraire, on s'en fout. Parce que les armes qui passent de la République dominicaine vers Haïti en provenance des États-Unis servent justement à nourrir cette atmosphère d'insécurité, en sorte que plus on a peur en Haïti, plus Haïti est insécure, mieux est-ce du point de vue des affaires pour la République dominicaine. Et en matière d'analyse systémique, lorsqu'on analyse une question transversale, comme la question de l'insécurité, il faut toujours se poser la question, à qui est-ce que cette insécurité profite ? Et quand un puissant voisin, ou quand un voisin plus puissant que soi tire profit de l'insécurité qui s'installe chez soi, eh bien, il y a toujours matière à se poser la question, est-ce que cette insécurité-là ne participe pas d'une géopolitique de l'insécurité? Et donc, que la communauté de renseignement nous apprenne que la gang des 400 Maroso qui a kidnappé ces derniers jours une vingtaine d'Américains et de Canadiens, que cette gang-là est financée entre autres par le secteur privé des affaires, même si la chose n'est pas tout à fait confirmée. Vous savez, la communauté des services de renseignement ne va jamais confirmer à 100%. On va dire, mais on pense que ce n'est guère impossible donc, puisqu'il y a une géopolitique de l'insécurité. Vous vous souvenez, en parlant de géopolitique d'insécurité, je vous avais dit qu'il y a deux États qui tirent avantage dans cette affaire d'insécurité en Haïti. Le pays le plus proche, géographiquement, c'est la République dominicaine, mais le pays le plus puissant d'où viennent les armes en particulier, c'est les États-Unis. Tout le monde le sait, les armes arrivent de Miami. Au fait, les armes font partie de ce qu'on appelle le commerce international illicite des armes. Des gens vont en prison pour cela. C'est un crime transnational. Lorsqu'un certain citoyen fait passer des armes dans une nation étrangère, eh bien, s'il est reconnu coupable de cela, aux États-Unis en particulier, on va en prison pour cela. Je vis au Canada, mais si je suis reconnu coupable de crimes d'armes à feu aux États-Unis, c'est pas compliqué. Les États-Unis vont réclamer mon extradition vers leur territoire et le Canada va m'extrader aux États-Unis pour y être jugé pour commerce illégal d'armes à feu. Et en Haïti, nous avons justement deux faits ironiques. Et quand je dis ironique, ce n'est pas parce que c'est drôle. Un, Haïti est encore sous embargo des armes. On nous accorde des permissions spéciales pour notre police et on n'a même pas droit à toutes sortes d'armes. Et voilà qu'on se retrouve en Haïti avec des armes de guerre aux mains de jeunes gens dans un pays qui ne fabrique pas d'armes, dans un pays qui n'importe pas légalement d'armes à feu. Et d'où viennent ces armes? D'un pays soi-disant ami. Et il faut faire attention. Encore une fois, De Gaulle disait des individus peuvent avoir des amis,
Des chefs d'État peuvent avoir des amis personnels, mais les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et lorsque, pompeusement, les politiciens imbéciles haïtiens parlent des États-Unis comme un pays ami, ils sont doublement imbéciles parce que historiquement et dans les faits, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, mais dans les faits, quand on regarde proprement l'histoire d'Haïti, les États-Unis n'ont jamais été les amis d'Haïti. Les États-Unis n'ont jamais eu de préoccupations amicales vis-à-vis d'Haïti. Les États-Unis n'ont jamais eu de comportements amicaux vis-à-vis d'Haïti. C'est le contraire. Si vous reprenez l'histoire, n'est-ce pas, des politiques des États-Unis vis-à-vis d'Haïti, si vous reprenez l'histoire de la politique étrangère des États-Unis vis-à-vis d'Haïti, c'est une histoire inamicale, pour le dire de manière euphémistique. Donc quand vous parlez des États-Unis comme d'un pays ami, vous vous fourvoyez. Et vous vous comportez en réalité comme des imbéciles parce que les États-Unis ne se sont jamais comportés comme un pays ami vis-à-vis d'Haïti. Et donc, nous nous retrouvons donc, en termes de géopolitique, avec des armes de guerre qui transitent par les États-Unis pour se rendre en Haïti. Et puisque j'ai pris le temps de vous montrer que, en matière de géopolitique, les Dominicains gagnent financièrement à semer la merde en Haïti. Maintenant, vous me posez la question, qu'est-ce que les États-Unis gagnent en favorisant une instabilité merdique en Haïti? Deux choses. Les États-Unis ont un agenda idéologique. Quel est cet agenda idéologique? Les États-Unis veulent, dans le cas d'Haïti, faire la démonstration de l'incapacité des Noirs en matière de self-government. Ça a toujours été le cas. Relisez par exemple les notes du président Franklin Delano Roosevelt qui, avant d'avoir été président, était ministre de la Marine au moment où les États-Unis occupaient, n'est-ce pas, le territoire haïtien. Delano Roosevelt pensait que les Noirs étaient inférieurs, qu'ils étaient imbéciles et qu'au mieux, ce qu'il faut faire d'Haïti, c'est de faire en sorte que les gens évolués ne s'entendent jamais avec les gens non instruits, que les gens qui portent des chaussures ne s'entendent jamais avec des gens qui ne portent pas de chaussures, que ce soit toujours un territoire, n'est-ce pas, merdique et instable, et qu'au mieux nous puissions utiliser les ressources d'Haïti comme un réservoir stratégique pour Haïti. Et donc, il y a un intérêt idéologique, faire la démonstration que ces Noirs-là sont incapables d'autodétermination, qu'ils sont incapables de self-government. Mais il y a aussi un intérêt économique. Ne nous trompons pas. La politique est toujours au service de l'économie, les amis. Combien de fois ne vous ai-je parlé de la diplomatie du dollar? Eh bien, qu'est-ce que c'est que la diplomatie du dollar? C'est le fait par les États-Unis de prendre directement ou indirectement le contrôle d'un pays et de mettre toute cette administration-là au service des intérêts économiques des États-Unis. Eh bien, plus c'est merdique en Haïti, plus les Haïtiens vont penser à se rendre où aux États-Unis. Plus c'est merdique, n'est-ce pas, en Haïti, plus les Haïtiens vont penser à, n'est-ce pas, importer tout des États-Unis. Plus c'est merdique en Haïti, remarquez à quel point nous sommes, si vous voulez, zombifiés vraiment, entre autres par les États-Unis. Plutôt que de se poser la question de la géopolitique de l'insécurité en Haïti et de pointer du doigt les États-Unis comme l'un des responsables de l'entrée des armes de kidnapping à Port-au-Prince, il s'en trouve parmi nos dirigeants actuels et nos dirigeants d'hier pour demander aux États-Unis de venir nous secourir dans cette affaire d'insécurité. Vous savez, dans le créole haïtien, il y a un vieux proverbe qui dit « Cette affaire-là ressemble à un propriétaire qui demanderait à un chat de veiller sur du beurre. »
On est en train de voler votre beurre à la maison. Vous vous rendez compte qu'à chaque jour, n'est-ce pas, votre beurre s'amincit. On est en train, n'est-ce pas, de voler votre beurre. Et à qui vous demandez d'assurer la garde de votre beurre? Au chat. C'est pas compliqué. Le chat va s'en servir. Au fait, c'est imbécile de se tourner vers les États-Unis pour leur demander secours, n'est-ce pas, en matière d'insécurité, puisque d'un point de vue géopolitique, si les États-Unis ne tiraient avantage de notre insécurité, des armes lourdes ne laisseraient pas Miami pour se rendre jusqu'en Haïti via la République dominicaine. Au fait, en matière de politique étrangère, les États-Unis sont en train de créer un problème de manière à nous imposer leurs solutions. C'est ce qu'ils sont en train de faire. On a déjà remarqué que par le passé, quand la MINUSTAH était encore en Haïti, la MINUSTAH, c'était des troupes onusiennes sous le contrôle indirect des États-Unis, même si de temps en temps, les États-Unis pouvaient en confier le contrôle à des pays comme le Brésil, etc. À chaque fois qu'on s'approchait de la date du renouvellement de la mission de la MINUSTAH en Haïti, les cas de kidnapping augmentaient. Et là, les gens effrayés, eh bien, faisaient pression pour que nos gouvernements, qui se prêtaient bien au jeu, accepte le renouvellement de la mission de la MINUSTAH en Haïti. Une fois le renouvellement complété, n'est-ce pas, au siège des Nations Unies, les cas de kidnapping rebaissaient de plus belle. Eh bien, c'était pas compliqué, c'est qu'il y avait une main invisible qui, n'est-ce pas, tirait les ficelles. Il y avait une main invisible qui mettait l'interrupteur du kidnapping à on quand cela faisait les affaires et qui mettait ce même interrupteur à off quand cela n'était plus nécessaire. Donc, il y a une géopolitique de l'insécurité en Haïti. Les États-Unis veulent faire la démonstration que ces Noirs-là ont eu leur indépendance trop tôt. Ces Noirs ont chassé les maîtres blancs trop tôt et que nous avons encore, nous les Noirs, la première république indépendante, n'est-ce pas, des temps modernes, nous avons encore, 217 années après notre indépendance, nous avons encore besoin des Blancs pour nous aider à résoudre un problème qui relève des missions régaliennes de l'État. La question de la sécurité relève de la mission régalienne de l'État. C'est à l'État d'assurer la sécurité de sa population. Quand on étudie en sciences politiques, l'une des premières phrases qu'on apprend, c'est justement cette phrase de Max Weber, à savoir que seul l'État a l'usage de la violence. L'État devrait avoir, n'est-ce pas, l'usage exclusif de la violence. Et l'État est autorisé à utiliser la violence pour protéger sa population contre ses oppresseurs. Or, voilà qu'ici, nous avons un État qui abdique et qui demande à une nation étrangère qui tire avantage dans l'insécurité d'Haïti à venir nous secourir. Donc, il y a une insécurité, il y a une géopolitique, de l'insécurité. Quand on dit insécurité en Haïti, il faut regarder la République dominicaine qui tire un avantage, n'est-ce pas, économique. Il faut regarder du côté des États-Unis qui tire de cela un double avantage, un avantage idéologique et un avantage économique. Ça facilite, du point de vue idéologique, les préjugés ataviques des Blancs américains, à savoir que les Noirs sont incapables de self-government, et ça favorise la mise en place ou le maintien de la diplomatie du dollar. Et si vous aviez des doutes que les États-Unis puissent utiliser la violence par les Noirs contre les Noirs, c'est que vous ne connaissez pas l'histoire des Américains au cours des années 60, 70. J'en ai parlé dans l'une des émissions où j'ai montré que même la question de la drogue est une arme aux mains de l'État américain. Dans les années 60, 70, 80, eh bien, les Américains laissaient entrer de la drogue sur leur territoire. Surtout la drogue de la mauvaise qualité. Parce qu'ils se sont aperçus que cette drogue de mauvaise qualité était vendue à bon marché ou dans des quartiers habités par la communauté noire.
Et les politiciens disaient, écoutez, d'ailleurs les policiers étaient au courant de cela, on encourageait les jeunes à vendre et à revendre entre eux de la drogue de mauvaise qualité. Et cela se faisait au su et au vu des policiers. Qu'est-ce qu'on leur disait donc? Mais écoutez, puisque par la drogue, ils vont s'entretuer, eh bien, laissez-les s'entre-déchirer, laissez-les s'entretuer par la drogue et par les armes qui sont souvent associées à la drogue, car là, on ne pourra pas dire que ce sont des policiers blancs qui les abattent, puisque c'est eux-mêmes qui sont en train de s'entre-déchirer, ce sont eux-mêmes qui sont en train de s'entretuer. Donc, la violence peut participer d'une géopolitique. Ayant dit cela, nous ne sommes pas du tout en train de dire que les nationaux ne sont pas responsables de cette violence qui sévit en Haïti. Nous allons donc maintenant regarder la chose d'un point de vue national. Mbote, Nangadef, comment nouer la famille? Où trouver les livres du Dr Fils-Aimé? Très simple. Sur son site internet au www.jeanfilsm.com ou sur Amazon, amazon.com, amazon.ca. Vous pouvez aussi nous écrire directement par email ou par Facebook. Dans tous les cas, c'est plus de 13 ouvrages sur diverses thématiques qui vous attendent. Un beau cadeau à se faire, à offrir à nos proches. On est ensemble. Maintenant, analysons la question de l'insécurité du point de vue national. Qui kidnappe en Haïti? Essentiellement des jeunes. Essentiellement des jeunes. Des jeunes dont l'âge varie entre une vingtaine d'années, parfois même pas, à une trentaine d'années, au pire une quarantaine d'années. Donc il y a un profil des jeunes entre les mains de qui on met des armes. Mais si vous vous intéressez à la question du profil socio-économique de ces jeunes, quel type de jeunes se retrouvent-ils aujourd'hui avec des armes de guerre, des armes lourdes, montrant leur visage devant des caméras et faisant de la question du kidnapping un métier? Mais c'est des jeunes désœuvrés. C'est des jeunes qui sont issus de familles pauvres. C'est des jeunes qui sont issus des quartiers pauvres, n'est-ce pas, de Port-au-Prince, ou s'il s'agit d'autres villes, n'est-ce pas, des quartiers pauvres des grandes villes. Ce sont des jeunes désœuvrés, des jeunes à peine instruits, et ce sont des jeunes qui sont issus de familles pauvres. Et une fois que vous voyez le profil socio-démographique et parfois même le profil socio-épidermique de ces jeunes-là, c'est important dans un pays coloriste comme Haïti. Vous dites, mais où trouvent-ils ces moyens? Où trouvent-ils des moyens économiques, ces jeunes-là, pour se procurer ces armes-là et surtout pour se fournir en munitions? Poser la question, c'est y répondre. C'est que ces jeunes-là sont instrumentalisés, ces jeunes-là sont manipulés par des personnes qui se cachent, lesquelles personnes achètent, elles, ces armes-là, ou font tout simplement le commerce de ces armes de guerre et mettent ces armes-là aux mains de ces jeunes qui sont en réalité des sous-traitants, des véritables commanditaires de la violence. Ne nous méprenons pas sur la chaîne de l'insécurité en Haïti. C'est un travail à la chaîne, là. Les armes viennent d'ailleurs, donc il y a les États-Unis qui tirent un avantage géostratégique ou géopolitique dans l'insécurité. Elle passe 9 fois sur 10 par la République dominicaine. Donc il y a les Dominicains qui tirent un avantage économique de point de vue géostratégique, de point de vue géopolitique de cette insécurité. Il y a les exécutants de ces kidnappings-là. Et 9 fois sur 10, qui on traite de bandits, ce sont les jeunes que l'on voit à la télé,
Qui est-ce qu'on arrête? Ce sont ces jeunes-là, le peu de fois qu'on les arrête. Qui est-ce qu'on maudit? Ce sont ces jeunes-là, parce que c'est eux qu'on voit à la télé et qui narguent, n'est-ce pas, les autorités étatiques devant des caméras. Mais quand on fait ça, on ne comprend pas toute la transversalité du problème. En réalité, ces jeunes-là sont des sous-traitants. Je ne dis pas qu'ils soient des anges. Je ne vais pas les applaudir. Encore une fois, j'aime à citer Baruch Spinoza qui dit justement, dans certaines circonstances, il ne s'agit ni de rire, ni de pleurer, mais de comprendre. Ça veut dire, quand on fait une analyse, il ne s'agit ni d'approuver, ni de condamner, mais de comprendre. Ces jeunes qui ont des armes à la main sont doublement victimes du système. Je m'explique. D'abord, si ces jeunes-là travaillaient, si ces jeunes-là avaient d'autres occupations dans un état normal, eh bien, les commanditaires n'auraient pas le prétexte de leur mettre des armes à la main, car ils savent tous ces jeunes-là qu'ils vont finir l'un de ces jours dans un sac noir. On va les abattre comme une poule, on va les abattre, n'est-ce pas, comme un canard sauvage, au moment où on n'a plus besoin d'eux, on va les abattre au moment où, n'est-ce pas, on commence à remonter la filière jusqu'à leur commanditaire. Ils le savent, ces jeunes-là. Donc, eux, ils vivent au jour le jour. Donc, ils sont doublement victimes. Ils sont les premières victimes d'un système d'exclusion. J'avais écrit il y a quelque temps un article disant que ces jeunes qui ont des armes à la main sont au fait des exclus du système. On a mis en place depuis 217 ans un système plantationnaire, exactement le système qui existait lors de la plantation de l'esclavage, on l'a reproduit, sauf que ce ne sont plus des blancs qui sont les maîtres, ce sont des noirs, n'est-ce pas, comme la majorité de ces gens-là. Et donc, on construit un système d'apartheid, on construit un système d'exclusion, et les premiers exclus de ce système, ce sont les jeunes. À 20 ans en général, dans un pays digne de ce nom, on est en train de compléter ses études. À 30 ans, les études une fois complétées, on est en train d'exercer une profession. À la fin de la trentaine, au début de quarantaine, on a déjà, n'est-ce pas, une famille. Et ce qui nous préoccupe, n'est-ce pas, c'est l'éducation de nos enfants. Or, vous avez des jeunes entre 20 à 40 ans qui, précisément parce que l'état d'exclusion d'Haïti, l'état d'apartheid d'Haïti ne leur offre aucune opportunité, qui n'ont pas pu étudier, qui n'ont pas pu travailler. Et donc, les salauds, les véritables salauds, ce sont les commanditaires qui leur mettent des armes à la main et qui leur disent « Allez travailler pour nous ». Car, comprenons-nous bien les amis, quand un jeune de Martissan, quand un jeune de Cité Soleil, quand un jeune de Village de Dieu kidnappe quelqu'un et lui réclame 200 000, 300 000, 400 000, 1 million de dollars en cash. Suivez bien, c'est une question de logique. Est-ce que vous pouvez vous imaginer en cash combien de sacs d'argent cela prend pour apporter justement 200 000, 300 000 dollars à un jeune qui vous kidnappe? Vous pensez vraiment que ces 200 000 dollars, ces 300 000 dollars restent dans le taux 10 de ce jeune-là? Voyons donc, les amis. Le jeune vous réclame 200 000, 100 000, 300 000 et aujourd'hui 1 million de dollars américains pour libérer un captif. Et vous maudissez ce jeune-là comme si ce jeune-là travaillait pour lui-même. D'abord, regardez donc où ils vivent, ces jeunes-là. Pensez-vous qu'ils puissent garder captif quelqu'un dans les taudis où ils vivent, ces jeunes-là? Où est-ce que ces jeunes-là placent l'argent qu'ils reçoivent, n'est-ce pas, des kidnappings? Sûrement pas dans leurs taudis. Ce que ça veut dire, c'est que il y a quelqu'un de plus élevé qui blanchit cet argent-là. Il y a quelqu'un qui tient commerce. Il y a quelqu'un qui a pignon sur rue. Il y a quelqu'un qui a accès aux banques qui
lorsque vous donnez 200 000, 300 000 $ pour libérer un captif, reçoit la part du lion qu'il va réinvestir dans son commerce, qu'il va déposer à la banque et il ne donne que les miettes aux jeunes. Je vais partager un exemple avec vous. C'est terrible. Au début des années 2000, on a kidnappé la femme d'un homme d'affaires à Port-au-Prince. Et on a demandé un certain montant d'argent en américain. Puisque et l'homme d'affaires avait un passeport américain, il vit encore, et sa femme, je viens de le dire, a la citoyenneté américaine, eh bien, ils se sont rendus à l'ambassade américaine. Et l'ambassade américaine a mis sur pied un stratagème. Ils ont inscrit sur les billets de dollars américains des numéros de séries spéciaux de manière à retracer, si vous voulez, la chaîne de travail dans cette affaire de kidnapping. Et donc, conformément à ce qu'avaient réclamé, n'est-ce pas, les ravisseurs, on a remis un certain montant d'argent aux ravisseurs. Écoutez-moi bien, les amis. Et en contrepartie, on a libéré la femme de cet homme d'affaires. Savez-vous qui a déposé cet argent en banque? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Quelqu'un qui était ministre, je n'en dis pas plus, en ce moment-là à Port-au-Prince. Est-ce que vous m'entendez? Il y avait les ravisseurs que tout le monde maudissait, qu'on appelait les bandits. Mais on a rapidement découvert que, au fait, ces ravisseurs travaillaient pour un ministre. Car cet argent-là, frappé de numéros de série spéciaux, était déposé en banque par quelqu'un qui était ministre. Donc vous notez que et la banque est complice du blanchiment d'argent, mais et les politiques sont impliqués au fait, comment dit cette affaire de kidnapping, c'est au fait eux qui reçoivent la part du lion, en sorte que les jeunes qui exécutent les kidnappings sont au fait des victimes du système d'exclusion. En sorte que si on veut résoudre le problème d'insécurité en Haïti, il ne faut pas se limiter aux exécutants, il faut aller plus haut. Quels sont ceux qui commanditent le kidnapping en Haïti? J'avais reçu, il y a peut-être 5-6 semaines, à mon émission du mercredi, l'un des hommes les plus crédibles en matière de sécurité en Haïti. C'est un ancien colonel de l'armée, c'était un ancien commandant de l'une des unités les plus respectables, n'est-ce pas, en matière de tactique en Haïti, ancien commandant du corps des léopards, du défunt corps des léopards, le colonel Imler Rébu, pour ne pas le nommer. Il nous a dit une fois, le défunt président Jovenel Moïse, qui semblait être dépassé par la question d'insécurité, a fait appel à lui, Imler Rébu. Et le président a dit au colonel, « Colonel, aidez-moi à résoudre ce problème d'insécurité car je commence à en être dépassé. » Le colonel l'a regardé et vous pouvez aller réécouter le verbatim de cette entrevue qu'il m'a accordée dans cet atelier du mercredi sur cette chaîne. Le colonel a dit au président, « Président, vous le savez, la question de l'insécurité, la question des armes en Haïti est l'affaire de 26 individus. Il y a 11 millions d'Haïtiens là. Je lui ai dit, colonel, vous avez dit 26 individus et non 26 familles. Il a dit non, 26 individus. Je n'ai pas dit 27 individus. Je n'ai pas dit une vingtaine d'individus. J'ai dit 26 individus. Et il ajoute, Monsieur le Président, ces gens-là, ce sont vos amis. Il dit, ce sont ces gens-là qui font le commerce de ces armes lourdes en Haïti. Ce sont eux qui détiennent des ports privés à Port-au-Prince. Ce sont eux qui ont le contrôle des douanes. 26. Donc, s'il y a insécurité, les amis, il y a moyen d'identifier ces 26 personnes-là.
Les armes ne tombent pas du ciel. Les armes ne sont pas nées à partir de la poussière. Les armes ne sont pas fabriquées ex nihilo, comme la légende de la Bible nous le dit. Dieu aurait créé l'homme ex nihilo. Pas du tout. Les armes sont des produits de la méchanceté humaine. Et ce sont 26 individus, je cite le colonel Himmler et Bu, qui font entrer des armes en Haïti. Et il ajoute, c'est un expert qui parle. Il m'a dit, docteur Fils-Aimé, vous savez, le problème, ce n'est pas tant les armes que les munitions. Parce que vous pouviez bien avoir une arme, mais si vous manquez de munitions à un moment donné, l'arme ne vous servira à rien. Mais les exécutants de ces kidnappings sont à ce point si sûrs qu'ils vont être fournis en munitions qu'ils tirent en l'air à balles réelles. C'est qu'il y a quelqu'un qui leur donne la garantie que même s'ils tirent en l'air à balles réelles, on va continuer à vous fournir des munitions. Donc on connaît ces 26 individus qui sont responsables des armes en Haïti, de l'entrée des armes en Haïti. Mais pourquoi diable ne les arrête-t-on pas? Pourquoi diable ne contrôle-t-on pas les frontières de manière à ce que les munitions que nous ne fabriquons pas ne rentrent plus en Haïti? C'est qu'il y a une complicité, les amis, entre internationaux, américains et dominicains, et nationaux haïtiens. 26 individus nous a appris le colonel Himmler et Bu. Maintenant, regardons le profil de ceux qui utilisent le kidnapping en Haïti. Il y a d'abord les politiciens. D'abord les politiciens. Que deux fois ne kidnappe-t-on pas quelqu'un? Et au moment où on va libérer cette personne parce que sa famille a payé la rançon, eh bien le kidnappeur dit, écoutez, ce n'est pas moi qu'il faut détester. Moi, je n'exécute que la volonté de mon véritable patron. Mon véritable patron, c'est sénateur un tel. Mon véritable patron, c'est tel ministre. Je vous cite deux exemples. Le cas d'un sénateur encore en fonction, le sénateur Gracia Delva. Il y a environ 2 ans, on a mis le collet sur un kidnappeur de sinistre réputation, un certain Arnel Joseph, qui faisait la pluie et le beau temps, non seulement à Port-au-Prince, mais également dans l'Artibonite. Au moment où on l'a arrêté, on a saisi ses relevés téléphoniques et on a constaté que cet homme échangeait 10 fois, 15 fois, 20 fois par jour avec le sénateur Gracia Delva. Et donc l'affaire a fait scandale. Ce sénateur était obligé d'accorder une entrevue à un ami à moi, un journaliste, n'est-ce pas, Valérie Numa, et le journaliste lui a dit, mais vous êtes sénateur. Qu'avez-vous à dire à un kidnappeur comme Arnel Joseph? Est-ce que vous lui dites que ce qu'il fait là n'est pas bon? Dites-nous ce que vous lui dites. Et tout ce que le sénateur Gracia Delva eut à répondre à Valérie Numa, oui, je lui ai dit à ce kidnappeur, il y a une façon de faire les choses. Vous entendez cela? Et tout le monde comprend que cet Arnel Joseph travaillait aussi pour le sénateur Gracia Delva. Quand je vous ai dit que les kidnappeurs travaillent pour les politiciens aussi, j'ai un exemple tout frais là. Il y a un pasteur qui a été kidnappé tout récemment et on découvre que celui qui a commandité le kidnapping de ce pasteur, à la famille duquel on réclame beaucoup d'argent, celui qui a commandité son kidnapping, c'est au fait l'un des ministres actuels responsables de la sécurité en Haïti. Quand je vous ai dit que ce sont des salauds, donc ne vous affolez pas, bon Dieu, d'où vient la sécurité? C'est pas compliqué. La question du kidnapping étant un problème humain, il est fabriqué par des humains, le kidnapping. Les politiciens.
quand vous voyez monter les cas de kidnapping en Haïti, regardez du côté des politiciens. D'ailleurs, les politiciens et les kidnappeurs travaillent de concert. Exemple, les amis. Dimanche dernier, c'était l'anniversaire de l'assassinat du père de la nation haïtienne. Le 17 octobre dernier, c'était l'anniversaire de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines. Imaginez le chef de gouvernement qui est en même temps le chef de l'État des États-Unis accrédité à Port-au-Prince, le très sénile et idiot Dr Ariel Henry. Il a tenté de se rendre sur l'endroit où le père fondateur de la nation a été assassiné le 17 octobre 1806. Il y est allé flanqué de son chef de police, précédé d'un cortège de policiers, les uns plus armés que les autres, et les bandits de la zone ont dit non. Le chef de gouvernement ne pourra pas pénétrer les lieux, on ne lui permettra pas de déposer ne fût-ce qu'une gerbe de fleurs à l'endroit où le père de la nation a été assassiné. Savez-vous quoi? Vous allez rire, pas parce que c'est drôle, mais parce que c'est triste. Après quelque temps d'échanges apparents entre les bandits, entre guillemets, qui contrôlent la zone, et les policiers, le chef de la police haïtienne était aussi présent, eh bien, c'est le chef de l'État et de gouvernement, ce sont les policiers et le chef de la police nationale qui ont rebroussé chemin parce qu'ils n'ont pas su imposer leur loi au chef de gang de la zone. Alors, vous pensez qu'ils ne travaillent pas ensemble? Voyons donc, les amis. Voyons donc. Premier responsable des kidnappings, c'est des politiciens. Parce que depuis les années 2000, les politiciens haïtiens utilisent des kidnappeurs pour effrayer leurs concurrents. Ainsi donc, par exemple, dans telle zone du pays, dans tel département du pays, dans telle ville du pays, on va dire, écoutez, vous ne pouvez pas poser votre candidature parce que c'est le fief de tel politicien. Et si vous osez faire campagne dans le fief de ce politicien, c'est pas compliqué, on vous tire dessus, on vous kidnappe ou on kidnappe votre famille. Et vous réalisez que la rançon qu'on vous avait exigée a servi au fait à financer la campagne électorale de tel politicien. C'est pour cela que je vous ai dit, il faut les bazarder tous ces politiciens-là. Deuxième responsable du kidnapping en Haïti, les amis, c'est les gens d'affaires. Lorsque le colonel Himmler Rébu a rappelé au président que ceux qui importent des armes en Haïti et qui les mettent dans les mains des jeunes, ce sont 26 de ses amis. Lorsque leurs noms sortiront, car il faudra que leurs noms sortent un jour, vous allez réaliser, c'est des gens de la classe d'affaires haïtienne. C'est eux qui contrôlent les douanes, c'est eux qui ont des ports privés et c'est eux qui privatisent la question de l'insécurité pour avoir le contrôle du pays, de manière à ce qu'aucun politicien honnête ne puisse mettre un agenda véritablement nationaliste, véritablement patriotique en place. Eh bien, c'est le secteur privé. C'est le secteur privé des affaires. S'il y a des armes qui entrent comme ça au pays, et des armes lourdes, n'est-ce pas, qui se retrouvent aux mains de jeunes de 20 à 30 ans, c'est pas compliqué. Regardons du côté de ceux qui ont les moyens d'acheter ces armes-là. Deuxième groupe de commanditaires, deuxième type de commanditaires des kidnappings, c'est les gens d'affaires. Je vous l'ai dit, pour avoir le monopole, pour vous empêcher d'importer des produits en Haïti, pour tuer la concurrence. Ah, mais attention. Et troisième groupe, donc j'ai parlé des politiciens en général, élus ou non. Deuxième groupe,
J'ai parlé de la classe des affaires. Et troisième groupe, les amis, c'est ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir. Savez-vous, on a kidnappé, hélas, une vingtaine de missionnaires américains et de Canadiens. Et on apprend, bien sûr, que les officiers vont démentir, n'est-ce pas? On apprend qui est en train de négocier pour refiler $1 million pour chaque captif étranger. C'est le gouvernement. Terrible, hein? Le gouvernement va puiser dans les caisses de la Banque centrale. Le gouvernement va même, n'est-ce pas, puiser dans les subventions de la BID pour redonner de l'argent, enfin la rançon réclamée pour les captifs. Donc, les amis, ne faisons pas appel au bon Dieu pour résoudre le problème du kidnapping. Ce sont des humains qui l'ont créé. C'est des humains qui doivent le résoudre. Sauf que ceux qui tirent profit du problème du kidnapping ne peuvent pas le résoudre. Ils n'ont pas d'intérêt à le résoudre. Il faut faire appel à un autre type de personnes pour résoudre ce problème. Mais vous savez, quand il y a problème en sociologie, il faut toujours comprendre ce que ce problème représente. Au fait, je vais vous le dire, le problème de l'insécurité décrédibilise tout le monde ces jours-ci. Le problème de l'insécurité décrédibilise ceux qui nous dirigent. Imaginez, vous avez un chef de police nationale qui continue de recevoir ses émoluments, qui continue de recevoir ses traitements, qui continue d'être payé pour assurer la sécurité, mais personne n'est en sécurité. Imaginez, vous avez un ministre de la Justice qui est payé pour faire de la justice, mais personne n'est inquiété après avoir kidnappé. Au fait, ceux qui kidnappent, ceux qui exécutent le kidnapping, ne le font pas toujours, n'est-ce pas, avec des cagoules. Parfois, ils le font à visière levée. Donc, je dis que cette affaire de kidnapping décrédibilise nos dirigeants. Pourquoi diable paye-t-on quelqu'un qui est payé justement pour faire le service de renseignement? Pourquoi paye-t-on un ministre de la sécurité publique? Pourquoi paye-t-on un ministre des collectivités territoriales? Pourquoi paye-t-on un chef de la police? Moi, s'il s'agissait de moi, je les mettrais tous ces salauds-là dans un sac de poubelle et je coulerais ce sac au fond de la mer. C'est une image. Vous pouvez y comprendre ce que vous voulez. Moi, des gens comme le premier ministre des États-Unis accrédité à Port-au-Prince, ou le chef de la police des États-Unis accrédité à Port-au-Prince, ou tous ces salopards-là, ministre de la Sécurité, ministre de la Justice, ils sont payés pour rien. Tandis que la population s'affole, ils continuent d'être payés, ils reçoivent leurs émoluments, ils reçoivent leurs traitements, mais ils ne fournissent pas une merde en termes de services. Cette crise décrédibilise aussi l'opposition. Vous savez, il ne faut pas prendre au sérieux les politiciens haïtiens qui sont dans l'opposition. Eux, ils attendent leur tour pour s'enrichir, ils ne foutent rien. La preuve, c'est que ceux qui étaient dans l'opposition du temps du vivant de Jovenel Moïse, maintenant, font partie du gouvernement. Et vous allez voir, ils ne vont régler pas une seule merde, comme on dit dans le créole haïtien. Ils veulent seulement s'enrichir. Cette crise d'insécurité décrédibilise les politiciens de l'opposition car beaucoup de kidnappeurs travaillent aussi pour eux. Mais c'est le cas de le dire, les amis. Cette crise d'insécurité décrédibilise aussi nos leaders religieux. Et ça, c'est important pour moi d'accentuer cela. Au fond, cette crise doit remettre en question ce qu'on appelle notre régime de vérité. Avant cette crise, les pasteurs prêchaient que Jésus protégeait et que quand on sert Jésus, on ne peut être kidnappé. Le sang de Jésus nous protège. Vous savez qui on kidnappe ces jours-ci? Les pasteurs.
Et vous savez où on les kidnappe? Dans la maison de Jésus. Et donc on réalise que soit que Jésus lui-même a pris peur, il a peur d'être kidnappé lui-même, ou soit que cette affaire de Jésus a toujours été une supercherie, ce que je crois, et qu'il n'y a pas plus de Jésus qui tienne. Les pasteurs sont à ce point conscients que leur Jésus ne protège pas. Si vous regardez sur le net, il y a un pasteur dimanche dernier qui a invité ses ouailles, qui a invité les membres de son église à se présenter à l'église avec une machette. On célébrait, je pense, le 45e anniversaire de cette église-là. Et le pasteur a dit, Bible en main, n'est-ce pas? Cette même Bible qui est censée faire la promotion de l'amour fraternel. Bible en main parlant de Jésus. Ce Jésus qui est censé être l'apôtre de la paix et de l'amour. Ce Jésus qui semble nous avoir dit, si on vous gifle, n'est-ce pas, sur le côté gauche, tournez le côté droit. Eh bien, tout cela a pris le bord. Le pasteur a dit aux fidèles, venez avec votre machette. Et lui-même avait sa machette à la ceinture. Pourquoi sont-ils venus avec de la machette? Ils disent, si quelqu'un pense pouvoir nous kidnapper, il va y goûter à notre machette. Donc, où est passé Jésus là? On kidnappe des pasteurs, on kidnappe des prêtres, on kidnappe des religieuses. Donc, cette crise-là, les amis, devrait nous obliger à remettre en question notre régime de vérité. Vous savez, de temps en temps, j'ai un style un peu provocateur. Il y a 2 ans, j'avais écrit un article en parlant de la pandémie. Le titre de mon article, c'était « La Covid-19, la pandémie qui va tuer Dieu ». Et je suis triste de constater que non seulement la pandémie a tué Dieu, parce que Dieu n'a pas su protéger les siens contre la pandémie, mais le kidnapping en Haïti est en train de décrédibiliser Jésus. Je ne dis pas ça pour vous humilier, je ne dis pas ça pour me moquer de vous, mais je dis cela pour que vous puissiez ouvrir les yeux et que vous cessiez d'être des zombies. Vous notez que les pasteurs eux-mêmes prennent peur, ceux-là même qui opéraient des miracles, ceux-là même qui vous invitaient à venir à leur église, quel que soit le temps qu'il fait, parce que Jésus vous protégerait, eh bien eux-mêmes ne sont pas à l'abri, si bien qu'ils réclament leur machette. Mais quand on y pense bien, si tout le monde prenait une machette, ça donnerait une guerre civile, les amis. D'abord, c'est idiot. Une machette ne résiste pas à une mitraille. Quelqu'un qui arrive avec sa mitraillette, avant même que vous ayez le temps de tirer votre machette de votre ceinture, mais il va vous abattre. Mais si chacun prend sa machette en Haïti, eh bien, on va assister à une guerre civile. Et je vous ai dit que c'est de la géopolitique tout cela. Les États-Unis sont en train de regarder la chose, de laisser la chose parvenir à un niveau de pourrissement tel pour justifier leur tutelle. Ce n'est pas ce qu'il faut faire, les amis. Qui est responsable de fournir la sécurité à une population? L'État, le gouvernement. N'avons-nous pas un gouvernement? N'avons-nous pas l'imbécile Ariel, premier ministre des États-Unis accrédité à Port-au-Prince? N'avons-nous pas des ministres de la sécurité, des ministres de la justice, etc.? Eh bien, puisqu'ils ne font pas leur travail, il faut les renverser. Il faut opter pour un nouveau type de dirigeant, les amis. Le temps est mûr pour que la population haïtienne réalise que ceux qui nous ont dirigés jusque-là ont travaillé pour eux-mêmes. Ils n'ont pas fourni les besoins essentiels à la population. Ils n'ont pas rempli leur mission régalienne. Et puisqu'ils n'ont pas rempli leur mission régalienne, il faut les balancer. Ça s'appelle une révolution. Puisque la nature a horreur du vide, on ne va pas remplacer ces salauds-là par les anciens salauds. Le pays doit être dirigé par des
technocrates, des gens qui ont des compétences, des gens qui ont une réputation impeccable et des gens qui sont de véritables patriotes. J'ai parlé de 3 critères dans mon livre Haïti, miroir d'une société en décomposition. Livre prophétique que j'ai écrit en 2019, les amis. Nous devons opérer des changements profonds dans ce pays. Nous devons lancer 14 chantiers fondateurs dans ce pays. Mais on ne peut pas demander à Ariel de lancer ces chantiers-là. On ne peut pas demander aux gens de l'opposition traditionnelle de lancer ces chantiers. Ils attendent leur tour pour s'enrichir. Il faut un nouveau type de dirigeants. Des gens compétents dans ce qu'ils vont faire. Des gens honnêtes, à qui on ne peut rien reprocher, de qui on ne peut dire, écoutez, celui-là, il était ministre, il s'est enrichi, il était directeur général, il s'est rempli les poches. Des gens donc à la réputation impeccable et des gens patriotes. Qu'est-ce que c'est que le patriotisme? C'est l'amour du pays. Tout ceci nous est arrivé parce que nous sommes dirigés par des gens qui n'aiment pas leur pays. C'est des gens qui s'aiment eux-mêmes. C'est des gens qui aiment leur poche, mais qui n'aiment pas Haïti. 3 critères: compétence, intégrité et patriotisme. Et pendant 5 ans, j'appelle ça une pause patriotique, nous allons prendre le temps de jeter les chantiers fondateurs de la nouvelle Haïti. Nous n'avons pas besoin que les États-Unis nous envoient le fier menteur en la personne de Kenneth Merton. Nous n'avons pas besoin que les Nations Unies lancent réunion après réunion pour savoir quoi faire de nous. Nous ne sommes pas des incapables. Ceux qui nous dirigent ont été placés là à dessein par cette même communauté internationale pour des raisons idéologiques racistes. Et sur les 14 millions d'Haïtiens, bon Dieu, il y en a qui sont compétents. Beaucoup plus qu'on ne pense. Sur les 14 millions d'Haïtiens, il y en a qui sont intègres, beaucoup plus qu'on ne pense. Et il y en a surtout qui aiment leur pays. Quoi faire? Je ne vous demande pas de vous armer de votre machette. Ça va conduire à la guerre civile qui va justement justifier l'occupation de notre territoire. Il faut chasser ceux qui nous dirigent, qui sont payés pour rien, les chasser de toutes les manières. Et opter désormais pour une transition, une véritable transition de rupture d'avec ce qui s'est toujours fait pendant les 217 dernières années. Mais une transition dans laquelle on retrouve des gens compétents, des gens intègres et des gens patriotes. J'en parle dans mon livre. Encore une fois, c'est pas pour vous le vendre, mais c'est pour que vous puissiez réaliser que si les problèmes en Haïti sont humains, les solutions sont humaines aussi. On y a pensé. Et si chacun prenait le temps d'y penser à cette géopolitique de l'insécurité, aux facteurs, n'est-ce pas, endogènes de l'insécurité, on réaliserait que la question de l'insécurité est une question artificielle qui peut être réglée s'il y avait de la volonté politique. Le colonel Himmler Ebu me disait, Jean, la police pourrait régler le problème d'insécurité, mais la volonté politique des dirigeants de la police est absente. Alors, l'insécurité est un problème artificiel. Chassons ceux qui nous dirigent. Donnons-nous un nouveau type de dirigeant, au pluriel, compétent, intègre et patriote. Et Haïti redeviendra ou deviendra ce à quoi elle est appelée, c'est-à-dire un joyau, un modèle pour les peuples qui croient en la liberté. J'espère vous avoir été utile. Merci d'avoir été jusque-là attentif. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Allez, au revoir. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre
toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va.